Gars, donc personnage historique que tu as pris comme point de départ, enfin que tu n'as pas pris comme point de départ d'ailleurs, que tu as pris tout comme sujet de ton premier roman. Est-ce que tu peux nous dire qui était cet homme? Parce que finalement, ce que tu as écrit et enfin, son destin tel que tu le présentes, on est tout à fait dans ces thématiques. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, c'est ce qui m'a plu, moi, quand j'ai découvert la vie de François Legaz, qui donc a vraiment existé, même si certains l'ont nié plus tard. C'était que, bon, il était connu pour le grand voyage qu'il a fait dans l'océan Indien, une époque où, évidemment, les voyages étaient très rares, puisqu'il a vécu au XVIIe siècle. Et c'est là encore où on peut parler d'exil, et non pas de voyage de plaisance, évidemment. Tu peux nous résumer brièvement son périple, en quelques mots, qui ne dévoilent pas en trop fait, ce que je raconte, c'est une biographie chronologique, et la structure est très simple, et donc on suit la vie de François Legaz, qui est un gentilhomme campagnard de France, qui a par contre le malheur d'être protestant à une époque où c'est très malvenu, et donc il est chassé de France après la révocation de l'édit de Nantes. Lui-même à 50 ans, il se retrouve d'abord en Hollande, et puis on lui propose presque par hasard d'aller explorer explorer finalement une île de l'océan Indien qui est la Réunion, qui s'appelait l'île Bourbon à cette époque. Et donc il part en bateau avec une douzaine d'hommes. Finalement rien ne va se passer comme prévu, ils n'arriveront jamais à la Réunion mais sur une autre île, et d'autres îles suivront ensuite, et le voyage sera à bien des moments dramatiques et durera 8 ans en fait. Mais voilà, c'est ce qui m'avait plu au départ, pour revenir à cette idée d'exil, c'est que François Legaz n'est pas le voyageur typique qui veut découvrir le monde, s'est retrouvé là presque malgré lui, et il aurait très bien, s'il n'avait pas été chassé de France, il ne serait pas rentré dans l'histoire comme cet aventurier ou cet explorateur oui, c'est la manière dont on le présente aujourd'hui. C'est l'une des thématiques de ton roman, de dire que l'aventure n'est pas forcément quelque chose de voulu, mais parfois quelque chose de subi. Et c'est vrai que le gars, finalement, à chaque étape, ne veut que s'arrêter, et on le poursuit. Quand il est dans l'île, il reste un an dans la première île. Ses partenaires veulent partir absolument. Lui, il pense que c'est pas forcément une bonne idée. Et ça va se poursuivre comme ça sur tout le reste de son existence, pratiquement. Oui, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est cette sorte d'élasticité de sa destinée c'était des questions en fait, que je me posais personnellement à ce moment-là aussi, de savoir dans quelle mesure on fait vraiment on a le destin qu'on veut, concrètement, et dans quelle mesure on est libre. Et dans son cas, c'était tout à fait étonnant, et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai pris une structure du roman qui soit linéaire et qui puisse avancer avec sa vie à lui, parce qu'il a vraiment une vie étonnante de ce côté-là. En l'écrivant moi-même, je me mettais dans sa position à lui, en essayant d'ignorer la suite de l'histoire, chapitre après chapitre. Une relation de son voyage elle est déjà parue, plus ou moins avec une publication qu'il a plus ou moins organisée. Oui, là aussi. Et qui a fait connaître le personnage. Voyageur malgré lui et écrivain malgré lui aussi, puisque il a fini par rentrer en Angleterre, pas en France, mais en Angleterre, de ce très long voyage qui était évidemment extraordinaire pour l'époque, donc il ne pouvait pas ne pas le raconter. C'est très bien qu'il l'ait fait, puisque aujourd'hui les botanistes notamment utilisent beaucoup son livre qui décrit des espèces de plantes ou des animaux aussi qui ont disparu, puisque l'île de Rodrigue où il a vécu a été quasiment détruite par les Européens par la suite. Et oui, il y avait ce rapport à la vérité aussi. Il y a une expression de Tavish-Ker que j'aime beaucoup qui parle il dit que son roman est un peu le fantôme d'une histoire vraie, et ça s'appliquait très bien aussi, je trouve, à cette vie de François Legaz, parce que son livre à lui, qui est donc le récit de son voyage, a été pris en main par une sorte d'écrivain-éditeur un peu douteux et peu scrupuleux sur les questions de véracité, qui a beaucoup manipulé le texte, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une part, on ne sait pratiquement rien concrètement sur François Legaz, et le seul document qu'on a sur sa vie, qui est donc ce livre de 300 pages à peu près, a été très, très largement remanié et falsifié, ce qui n'est pas forcément criminel en soi, mais ce qui, de toute façon, complique par la suite le rapport à la vérité de son histoire.
pouvez nous en lire un passage? Lire le départ de François Legat de Hollande pour l'île Bourbon. Enfin, en tout cas, encore le pense-t-il au moment où il part. Voilà. Donc, François Legat était un Français qui a donc dû fuir la France et qui se retrouve à ce moment-là en Hollande, à Amsterdam. François Legat est tellement libre qu'il peut faire n'importe quoi, y compris coloniser une île dans l'océan Indien. Est-il jamais monté sur un bateau? À plus de 50 ans, délivré du souci d'avoir une vie, il peut bien aller mourir à l'autre bout du monde, vomir 5 décennies de terre ferme dans les flots de l'Atlantique, sculpter les poutres d'un temple de fortune sur un rocher désert battu par les vents pour être le premier locataire du cimetière attenant, observer la faune et la flore que Dieu a jusqu'ici protégées de la main de l'homme, s'empoisonner d'un fruit neuf, perdre une lutte féroce avec un sanglier sans nom, ou bien se noyer ici ou là, renversé avec son navire par la houle et la tempête, emporté par une vague alors qu'il contemple l'horizon bleu, la lune rousse. Le but ultime en cette vie, le seul, est de faciliter le départ, soit que l'on se dise avoir bien ou assez vécu, soit que l'on soit certain de ne plus avoir rien à attendre ni à accomplir ici-bas. L'essentiel en ce monde se réduit à lever le plus d'obstacles possible pour en sortir. À peine arrivé à Amsterdam, Legat entend parler d'un projet de communauté sur l'île Bourbon, conçu par un calviniste exilé, Henri Duquesne, pour d'autres exilés que rien n'attache au refuge hollandais. Legat est libre et nu comme un poète. Il veut bien voyager, achever le deuil du paradis de Brest, sa région natale, et peut-être en regagner l'art de vivre tout de labeur et de nature, sans plus avoir à craindre le voisinage des fanatiques. L'île à laquelle, racontera Legat, on donnait le nom d'Éden à cause de son excellence, semble capable par sa tranquillité de lui faire oublier les embarras du monde passé. Un mélange de malédictions crues et de possibilités infinies tisse l'atmosphère du port d'Amsterdam. Errer là, hors du temps, malchanceux mais prêt à tout, c'est flatter l'amertume sans bannir l'utopie. L'étrange lassitude qui, dans le moment même où elle s'attise, autorise aussi le fol espoir d'un nouveau voyage, voire y puise, comme si ce voyage en surcroît pouvait ne pas être seulement le couronnement d'un fiasco. Nul ne vit plusieurs vies. Si l'on croit en commencer une seconde, c'est que l'on n'a pas vraiment vécu la première, qu'on l'a traversée sans y croire, ni à la mort prématurée et distendue qu'elle aura trahi. Et pourtant, sur le port, malgré les rires des mouettes et les grimaces des immigrés, on imagine une autre vie possible. La mer est belle, le vent doux, le cœur est lourd et la solitude venteuse, mais il semble encore que l'on puisse en faire autre chose. A-t-on vraiment le choix? Les journées d'oisiveté parmi les mines décomposées des autres migrants, les nuits d'insomnie sur une maigre couche, les souvenirs figés de la vie vécue et cette fausse mort cynique et tourbillonnante qu'est l'exil par la fuite, insultes et bouleversements de l'identité dévoyée, traînée, fourvoyée sur 1001 chemins l'éloignant d'elle-même, après quoi l'existence, privée de ses assises comme de ses limites, se dissout dans un chaos d'accidents que l'on n'ose plus attribuer à personne. À tout cela s'oppose l'île, paradis rond, clos, spacieux, aéré, généreux et vite familier, et d'une invincible beauté. Ces heures sont tristes en profondeur lorsque, décidé à tout quitter, l'on s'arme de l'illusion du mieux et l'on médite à la destination idéale, comme si la réflexion pouvait, avec ses rêves de dupe et sa logique morose, épauler le destin, en résoudre le manque d'inspiration. Une terre ensoleillée, des frères et des sœurs propres et humbles, le parfum d'un ailleurs non corrompu, la sérénité d'un inviolable isolement. Mais tout cela joue moins au départ que le constat d'une situation intenable et d'un vide, par quoi l'on force l'abandon du temps présent. Mis dehors par l'existence, on s'imagine entrer dans une vie nouvelle, et la description que l'on s'en fait, la prophétie dont on se grise, est d'autant plus lumineuse que ses motivations cachées sont noires. Legat ne se plaint de rien, ni n'exige guère plus que ce qu'on lui offre. Il ne se prête pas l'âme d'un aventurier, d'un missionnaire, ni d'un prophète. C'est à peine s'il cherche une issue. Il peut prendre des risques, mais il n'en veut pas moins éviter les accidents. Ce sont ces messieurs de la Compagnie des Indes orientales, administrateurs de la colonie en devenir, qui le nomment major de l'un des 2 larges vaisseaux devant porter les quelques centaines de volontaires dans leur maison d'Éden, dans la Nouvelle Jérusalem. Tout au plus fait-il mine de consentir à leur bon sens communautariste,
Indifférent aux traditions et autres performances sacramentales ailleurs élevées au rang de dogme, le gars n'est pas insensible au charme d'une île provisoirement déserte que peupleraient seulement d'honnêtes martyrs peu nombreux. Pourquoi la maison du Seigneur ne serait-elle pas munificence et isolement, et la douce pauvreté d'un rivage innocent, la source idéale du recueillement? Au désert à crucifixion des ténèbres catholiques, lieu de désolation, de tourments et de coule, nul ne lui a appris à ne pas préférer la lumière divine des paradis terrestres, leur panthéisme luxuriant, le culte du cœur qu'ils inspirent, et l'art de vivre dans une simplicité parfaite, dans l'amour de la vie à l'état nu, dans la beauté, à la lisière de l'ammoralité. Merci. On a, pour revenir sur ce que disait Marc Villemain tout à l'heure, là l'exemple de l'écriture ciselée, je trouve. Ce que j'entends d'un assez grand classicisme. C'est un péjoratif, on s'entend. Non, c'est effectivement. Je me suis fait la remarque, j'ai plus les expressions en tête en vous écoutant, en t'écoutant, qu'il y avait parfois une association de mots, un adjectif extrêmement attendu, mais au moment où je le disais, on se dit c'était le seul possible. De 3 reprises, ça m'a fait ça en écoutant. C'est-à-dire que, écoutez, je n'ai pas encore lu le texte, que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc c'est tout à fait assumé. Donc ma connaissance passe par votre lecture. Et c'est intéressant d'entendre ça, d'entendre à quel point vous ne cherchez pas d'éclat, à quel point c'est pas clinquant du tout. Et c'est ce que j'entends d'un classicisme complètement assumé, c'est-à-dire que il n'y a aucun mot dans ce que vous disiez là qui nous surprend, on les connaît tous, on est relativement simples, j'ai l'impression dans le lexique, et je me disais en vous entendant, c'est un peu simple de mettre cet adjectif-là avec ce mot-là, et en même temps, vous prenez de l'avance, vous le disiez, moi je me disais, mais après tout, c'est ce qu'il y a de plus beau, à ce moment-là, précis. Parce que c'est, comment dire, c'est indiscutable. Du point de vue de ce personnage de gars, j'ai l'impression. Le peu que vous en dites me donne très envie de le lire parce que je connaissais le gars devenu là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Et vous lui donnez déjà un caractère très touchant. Je vais quand même vous lire un passage parce que sur l'aventure et justement sur ce dont on parlait, comme quoi en quelques lignes on peut résumer bien mieux que ce qu'on vient de faire en une demi-heure. Le gars passe lui-même pour une ombre, il patiente encore, sans plus savoir pourquoi, et doit constater la fin de l'exotisme, la mort de l'ailleurs. Il a tant voyagé qu'il a épuisé le voyage, et une aventure lestée d'anciennes déceptions, d'anciens tourments, une aventure que ne grise plus aucun horizon mystérieux, n'en est plus une, plus rien ne peut advenir. C'est vraiment c'est ce que j'ai trouvé comme étant le cœur de... Mais vous voyez, là, c'est juste les 2 phrases, j'ai de mauvaise mémoire, mais ça confirme ce que je disais. On a les anciennes déceptions anciennes et les horizons mystérieux. Vous mettez ça dans une réaction en 3e, on dira très bien, mais eh bien non. C'est très étrange, mais on voit ça chez les grands classiques, souvent. Voilà, c'est ça. Ces gens qui assument complètement ce lexique du commun. Et peut-être que dans ma génération, on a envie parfois de surprendre et on prend quelques libertés. C'est bien, mais de temps en temps, ce que vous dites là nous ramène aussi à ces fondamentaux-là, qui sont des fondamentaux esthétiques qui me touchent beaucoup là, c'est-à-dire voilà l'évidence, la clarté. Je sais pas comment réagir. Non,